Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'histoire des sciences occultes. Aujourd'hui, nous partons en Amérique du Nord, dans la ville de Salem, à la découverte de l'une des plus célèbres affaires de sorcellerie. Ce drame, survenu au XVIIe siècle dans la colonie anglaise du Massachusetts, va conduire à l'arrestation d'une centaine de personnes. Un bon nombre des accusés seront torturés et 22 personnes seront condamnées à mort. Alors, dans l'émission de ce jour, je vous propose de découvrir la suite d'événements qui ont conduit à ce drame, la chronologie du procès, ainsi que les principaux protagonistes, aussi bien parmi les accusateurs que les prétendues sorcières. Enfin, je vous proposerai une analyse de cette affaire et nous tenterons d'y voir un petit peu plus clair afin de faire la part des choses entre l'hystérie collective et les possibles activités de sorcellerie qui eurent lieu dans la petite ville de Salem. Lorsque l'on pense à la chasse aux sorcières, il n'est pas rare que l'on cite immédiatement l'affaire de Salem, au point qu'elle semble supplanter toutes les autres. Il y a plusieurs raisons à cela. En premier lieu, le procès des sorcières de Salem a fait beaucoup de bruit, même à son époque, et fut par la suite une source d'inspiration pour de nombreuses œuvres littéraires et cinématographiques. Mais ce n'est pas la seule raison. Le contexte, l'ampleur et les conséquences de ce procès ont profondément marqué les esprits. Ainsi, George Lincoln Bourg écrivit en 1914 dans Narrative of the Witchcraft Case « Il a été dit plus d'une fois que la sorcellerie de Salem a été le roc sur lequel la théocratie s'est brisée. » Mais avant d'entrer au cœur de notre sujet, il me semble important de contextualiser la période dite de la chasse aux sorcières, mais aussi tenter de définir ce que les personnes entendaient par sorcellerie à cette époque. En premier lieu, et contrairement aux idées reçues, la grande chasse aux sorcières ne se déroule pas au Moyen-Âge, mais à la Renaissance, du moins pour sa plus grande part. Préalablement, l'ennemi public numéro 1 était l'hérétique, du type cathare ou vaudois. Mais ces derniers n'étaient pas spécifiquement associés au phénomène de sorcellerie, ils le seront par la suite. Pour être plus précis, on fait habituellement commencer la chasse aux sorcières avec l'affaire des procès en sorcellerie du Valais en 1428, soit au Moyen-Âge tardif, et elle se termine sensiblement vers la fin du XVIIe siècle dans la majorité des régions, avec quelques subsistances légères, mais qui n'ont rien de commun avec l'affaire de Salem. Ici se pose une première curiosité. L'affaire de Salem ne se déroule pas dans les grandes heures de la persécution contre les sorcières, mais en 1692 et 1693, soit à la toute fin, voire même après, à un moment où la plupart des persécutions furent interdites. Salem est donc déjà en anachronisme avec l'ère ambiant et nous tenterons de comprendre pourquoi ce procès marque d'une certaine façon la fin d'une époque. Le deuxième point concerne la croyance aux sorciers. Il est difficile de donner un cadre précis à la sorcellerie, mais si l'on reste sur les éléments centraux, pour les gens de l'époque, la sorcière est une adepte de Satan ayant fait un pacte avec lui et elles utilisent leur pouvoir maléfique afin de nuire aux chrétiens. Alors, maintenant que nous avons le contexte global, nous allons pouvoir suivre le déroulé des événements tragiques qui eurent lieu à Salem en cette fin de XVIIe siècle. Pour comprendre pleinement l'affaire de Salem, il est essentiel de remonter aux origines de cette tragédie un peu plus de 100 ans avant les événements, en Angleterre. Suite à la réforme protestante du XVIe siècle, l'Église d'Angleterre s'est détachée de l'Église catholique romaine, mais dans ce terreau va émerger un nouveau mouvement religieux particulièrement austère, connu sous le nom de puritanisme. L'objectif des puritains était de réformer complètement l'Église d'Angleterre afin d'éliminer ou de purifier plus exactement ce qu'ils considéraient comme des pratiques catholiques résiduelles, notamment une certaine forme d'idolâtrie. Les puritains croyaient en une approche stricte et rigoureuse de la religion, mettant l'accent sur la piété personnelle, la morale et l'étude de la Bible au sens littéral. Ils aspirent à une vie simple et austère, rejetant les pratiques liturgiques jugées excessives ou dépourvues de fondements bibliques. Les puritains mettaient également l'accent sur l'idée de prédestination,
croyant que le salut était accordé par Dieu à la naissance pour certains individus. Ainsi, certaines personnes étaient de facto destinées au paradis, alors que d'autres seraient immanquablement précipitées en enfer, quel que soit leur chemin de vie. En raison de leurs convictions et leur désir de réforme pour toute la société, les puritains furent rapidement en conflit avec les autorités ecclésiastiques, mais aussi et surtout avec les autorités politiques. C'est ainsi que certains puritains ont émigré volontairement en Amérique du Nord à partir de 1620 et ils ont fondé des colonies puritaines, notamment la colonie de la baie du Massachusetts qui va nous intéresser. Dans ce nouveau cadre de vie, les puritains aspirent à créer une société théocratique ou une autorité gouvernementale religieuse, souhaitant établir une communauté donc purifiée de tout compromis avec le mal et vivre selon les préceptes divins, directement puisés dans le livre du Deutéronome, ce qui n'est pas vraiment glamour. C'est dans ce contexte, en l'année 1626, que la ville portuaire de Salem Town sera fondée, en tant que Nouvelle Jérusalem puritaine. Mais en réalité, ce n'est pas ici que l'affaire de sorcellerie va commencer. Il faut chercher le point d'origine dans une petite ville voisine qui répondait au nom de Salem Village, aujourd'hui connue sous le nom de Denver, et qui fut fondée en 1636. La colonie des deux Salem était dirigée d'une main de fer par les leaders puritains dévoués à leur foi. La communauté était caractérisée par une piété profonde donc, mais surtout une recherche constante de la vertu et une vision du monde dualiste dans lequel le bien et le mal s'affrontent sans relâche en permanence. Notons aussi la situation précaire des habitants, qui vivaient sous la menace des natifs américains qui étaient perçus par eux comme une force diabolique et donc des adeptes de la sorcellerie. La peur du diable et des forces du mal était omniprésente dans la vie quotidienne des habitants des deux Salem. Les puritains croyaient en l'existence de Satan et de ses démons. De fait, ils considéraient la sorcellerie comme un péché impardonnable. Toute pratique jugée contraire aux enseignements bibliques était de fait sévèrement réprimée. La croyance en la sorcellerie était si profondément enracinée dans les mentalités de l'époque, chez les habitants de Salem, qu'il était facile de trouver des boucs émissaires à toute forme de malheur qui pouvait s'abattre. Notons encore que ce type de posture n'était pas réservé aux seuls puritains. La peur de la sorcellerie était encore omniprésente dans l'Europe du XVIIe siècle, aussi bien catholique que protestante précisons-nous. Certains des plus grands procès pour sorcellerie eurent lieu au tout début du XVIIe siècle, notamment l'affaire des possédés de Loudun ou encore celle d'Aix-en-Provence, sur le sol français. Cependant, alors que de nombreuses voix s'élevaient contre la chasse aux sorcières sur le vieux continent, la vision du monde des puritains propageait une véritable hantise des sorcières et des activités diaboliques. Toutes les femmes marginales, les guérisseuses, les sages-femmes ou encore toute personne en désaccord avec le mode de vie puritain s'exposaient à la vindicte populaire. Ainsi, la fondation même de Salem en tant que colonie puritaine a créé un environnement propice à la frénésie religieuse et aux accusations de sorcellerie. De plus, pour ne rien arranger à cette affaire, en 1660, le retour de la monarchie en Angleterre a ravivé de plus belle le conflit avec les puritains, et ces derniers furent finalement contraints à l'exil. Une bonne partie d'entre eux prit alors le chemin des Amériques, et ce qui a renforcé la colonie de la baie du Massachusetts. Nous sommes alors seulement 32 ans avant l'affaire des sorcières de Salem. Bien avant la première accusation de sorcellerie qui va mettre le feu aux poudres en 1692, le véritable commencement de cette affaire pourrait se situer en 1672 dans une simple querelle de voisinage entre les villes de Salem Town et de Salem Village. À ce stade, la situation est très conflictuelle avec les tribus amérindiennes, ce qui rend l'existence relativement précaire dans la colonie de la baie du Massachusetts. Et si la ville de Salem Town s'en sort plutôt bien, dû à sa position stratégique et aux flux commerciaux dû à sa position portuaire, à l'inverse, la petite ville de Salem Village, dans les terres, souffre de conditions précaires et vivait sous tutelle religieuse de sa grande sœur. Pour manifester leur désir d'indépendance, les habitants de Salem Village ont souhaité avoir leur propre pasteur. Sans franc succès dans les premiers temps, c'est en 1689 qu'un pasteur du nom de Samuel Parris arrive à Salem Village en compagnie de 3 femmes. La première, sa fille Elizabeth Parris, surnommée Betty. La seconde, sa nièce Abigail Williams.
et la troisième, une esclave originaire des Caraïbes du nom de Tituba. Rien de bien particulier ne se produisit lors des 2 premières années, mais en 1691, des problèmes financiers interviennent entre Samuel Parris et les notables de Salem Village. Le pasteur prononce alors une prêche enflammée où il accuse Satan de fomenter un complot contre lui et plus largement contre l'église puritaine. Il emploie la célèbre phrase tirée de la Bible dans l'Exode 22, 18 « Tu ne laisseras point vivre la magicienne ». Sous-entendu, des sorcières sont à l'œuvre à Salem Village et il va sérieusement falloir penser à les débusquer. De là, il ne faudra pas attendre bien longtemps pour que les premières accusations ne tombent. Mais curieusement, c'est dans la maison même de Samuel Parris que tout va débuter. Voici le déroulé des événements. Je vous le raconte de façon brute, j'en ferai l'analyse dans la dernière partie de la vidéo. À la fin de l'année 1691, Betty, la fille du pasteur Parris, a 9 ans et sa cousine Abigail a 11 ans. Les 2 fillettes sont fascinées par les récits vaudous de leur servante Tituba. Elles lui demandent régulièrement de pratiquer des jeux de divination et d'invocation d'esprit. Lors d'une séance, les 2 fillettes racontent avoir vu un spectre et de là elles vont manifester un comportement étrange de type possession diabolique. Plongées dans un état de transe, les 2 fillettes blasphèment, ont des convulsions et vocalisent des sons étranges dans une langue inconnue. De plus, elles affirment voir des entités qui les tourmentent. Dans un premier temps, ce sont les médecins qui sont à l'œuvre. Mais en février 1692, ces derniers concluent que la sorcellerie est à l'œuvre. Alors une sorte d'exorcisme a lieu, conduit par le pasteur Samuel Parris, à l'issue duquel on demande aux victimes du mal de révéler l'identité des sorcières ou autres apôtres du diable qui seraient à l'origine du maléfice. Nous sommes ici à la fin du mois de février 1692 et nous sommes aux portes de la grande affaire de Salem. Le 1er mars 1692, 3 femmes sont accusées de sorcellerie et emprisonnées. Il s'agit de Tituba, la femme esclave originaire des Caraïbes qui aurait pratiqué le vaudou, Sarah Good, une mendiante, et Sarah Osborne, une femme âgée. Ces 3 femmes marginales étaient des cibles faciles pour une accusation de sorcellerie. Elles seront soumises à la question, comprenez la torture, mais aucune des 2 Sarah n'avoue de crime de sorcellerie. Il n'en sera pas de même pour Tituba. Cette dernière confesse pratiquer la divination et affirme qu'il existe une communauté de sorcières qui complotent à Salem. Pire encore, dans les jours qui suivent, plusieurs autres jeunes filles sont victimes du même mal que Betty et Abigail, comme une sorte de contagion diabolique. Pour en citer quelques-unes, il y avait Betty Hubbard, Mercy Lewis, Mary Ware, Susan Sheldon et surtout Anne Putman, âgée de 12 ans. Toutes ces fillettes avaient participé au jeu de divination en compagnie de Betty et Abigail. Les filles possédées lancent alors toute une série d'accusations affirmant qu'une confrérie de sorcières se réunit dans les bois de Salem. De plus, depuis sa prison, l'esclave Tituba révèle également des noms, ce qui provoque un effet boule de neige. De là, les habitants de Salem Village commencent aussi à venir confesser avoir aperçu des apparitions étranges, et chacun soupçonne son voisin de s'adonner à la sorcellerie. Ainsi, en quelques semaines, l'épidémie de sorcellerie gagne les villages voisins, et notamment la ville de Salem Town. C'est d'ailleurs là-bas que le procès aura lieu, et c'est la raison pour laquelle on a pour habitude de placer l'affaire de Salem à Salem Town, même si l'affaire a bel et bien commencé à Salem Village. Ainsi, au mois de mars, c'est une dizaine de personnes qui sont emprisonnées, notamment Dorothy Good, une fillette âgée de 4 ans, fille de Sarah Good, Rebecca Nurse, Abigail Hood, Deliverance Hobbs, Martha Corey, ainsi que Elizabeth et John Proctor. À ce stade, ce sont les magistrats Hatward et Corwin et le vice-gouverneur Danford qui dirigent les interrogatoires. Mais le procès à proprement parler n'a pas encore commencé. Les accusations continuent à pleuvoir et les prisons se remplissent au mois d'avril. Le 10 mai, la vieille Sarah Osborne meurt en prison à Boston. Ce sera la première victime d'une longue série. Le 27 mai, le gouverneur Phipp met en place une cour de justice à Salem Town, composée de 7 juges, dont Hatward et Corwin, pour juger les cas de sorcellerie.
La procédure est cependant loin d'être équitable. Les accusés étaient souvent privés de leurs droits, soumis à des interrogatoires coercitifs et la torture, et contraints de prouver leur innocence. De plus, les éléments à charge étaient basés sur les témoignages des jeunes filles accusatrices qui étaient considérées comme des preuves suffisantes, même si ceux-ci étaient basés sur des visions et des prétendues interactions avec les esprits maléfiques. S'ajoutent à cela les ragots et les on-dit des habitants. En juin, l'opinion publique commence néanmoins à changer, lorsque des personnes respectées et influentes ont été accusées à leur tour. Parmi elles, Rebecca Nurse, une femme pieuse et respectée au sein de la communauté. Son arrestation et sa condamnation ont suscité l'indignation et ont amené de nombreux citoyens à remettre en question l'intégrité de la procédure judiciaire. Une partie des habitants de Salem signe une pétition pour soutenir les accusés, mais vous vous doutez comment cela va finir. Les signataires vont rejoindre les rangs des autres sorciers et sorcières en prison. Le 10 juin, Bridget Bishop est la première à être officiellement condamnée à mort pour sorcellerie et elle sera pendue. Les 18 et 19 juillet, c'est Sarah Bennett, Rebecca Nurse, Susanna Martin, Elizabeth Howe, Sarah Good et Sarah Wild qui seront exécutées pour crimes de sorcellerie. Un mois plus tard, le 19 août, c'est George Jacob, Martha Carrière, George Burwood, John Proctor et John Willard qui seront pendus à Salem. Le 19 septembre, Gilles Corey, l'un des accusés, refuse de se soumettre au procès et sera mis à mort au cours d'une séance de torture qui avait duré 3 jours. Le 22 septembre, Martha Corey, Margaret Scott, Mary Hastie, Alice Parker, Anne Putdore, William Reed, Samuel Wardwell, Mary Parker sont pendus pour sorcellerie. Notons, comble de l'horreur, que plusieurs exécutions furent reportées parce que les femmes étaient enceintes. Il fallait donc attendre la naissance de l'enfant pour les mettre au gibet. Ce fut notamment le cas de Elizabeth Proctor. Heureusement pour elle, plusieurs personnages, dont les pasteurs Increase Mather et son fils Cotton Mather, ont commencé à émettre de sérieux doutes sur les témoignages et les preuves. C'est notamment Increase Mather qui publie un texte, Cas de conscience concernant les mauvais esprits, et dans ce texte, il déclare « Il apparaît préférable que 10 sorcières suspectes puissent s'échapper plutôt qu'une personne innocente soit condamnée. » Dans la foulée, c'est le pasteur Thomas Brack qui écrit une lettre critiquant le procès en sorcellerie de Salem. Du fait de cette lettre, le gouverneur Phipp ordonne que le recours aux preuves intangibles et spectrales ne soit plus autorisé, et ceci est une bonne chose. Finalement, en octobre 1692, le gouverneur William Phipp a ordonné la suspension des procès en sorcellerie de Salem. Les prisons ont été vidées et de nombreuses personnes ont été libérées. Un mois plus tard, le 25 novembre, sera créé pour la colonie un tribunal de la Cour suprême pour juger les autres cas de sorcellerie dans l'avenir et éviter un drame comme dans l'affaire de Salem. À ce stade, on peut dire que le procès des sorcières de Salem est terminé. Cependant, cette affaire va laisser de nombreuses cicatrices et ébranler le pouvoir des puritains. Après l'affaire, un bilan s'est dressé pour évaluer les dégâts. Ainsi, presque 200 personnes avaient été accusées de sorcellerie, 22 personnes furent exécutées, 5 autres sont mortes en prison, et enfin, 15 personnes furent considérées comme possédées. Des dizaines de vies furent brisées, des familles déchirées et une communauté complètement traumatisée après ces événements. Mais surtout, la confiance dans le système judiciaire avait été ébranlée et la question de la responsabilité pour les erreurs commises allait se poser. C'est ainsi que lors de l'année 1693, une remise en question des procédures judiciaires et la révision des condamnations ont été entrepris. Les témoignages des jeunes filles accusatrices ont été remis en cause et les aveux obtenus sous la contrainte ont été considérés comme non fiables. Des efforts ont été faits pour restaurer la réputation des personnes condamnées à tort, mais les conséquences tragiques de cette affaire de Salem étaient de toute façon irréversibles. L'affaire de Salem a suscité un profond questionnement sur la crédulité, l'hystérie collective et les dangers de l'accusation sans preuve tangible. Elle a également mis en lumière les tensions sociales et les rivalités personnelles qui peuvent mener
à de telles dérives. Les éléments religieux, la superstition et la peur du diable ont joué un rôle majeur évidemment dans l'alimentation de cette chasse aux sorcières. Alors, que sont devenus les principaux protagonistes? Tout d'abord, le pasteur Samuel Parris a présenté des excuses publiques en 1694 et a quitté Salem Village en 1697. Sa fille, Elizabeth Parris, est morte bien des années après les événements, sans présenter aucune excuse pour les accusations qu'elle a proférées. La cousine, Abigail Williams, qui avait accusé plus de 50 personnes d'être des sorciers ou sorcières, va mourir seulement 3 années après les événements, sans avoir présenté aucune excuse. Enfin, Anne Putman, une autre fille possédée qui avait accusé 62 personnes, sera la seule à présenter ses excuses publiques en 1706, et voici le texte. « Je souhaite me mortifier devant Dieu pour la triste et humiliante providence qui a frappé la famille de mon père vers l'an 1692, que j'ai, étant enfant, pu, par une telle providence divine, devenir l'instrument d'accusation de plusieurs personnes pour des crimes graves, par lesquels leurs vies ont été emportées, et alors que j'ai maintenant de justes et bonnes raisons de penser qu'il s'agissait de personnes innocentes, et que c'était une grande illusion de Satan qui m'abusa dans ce triste temps, illusion dont je crains à juste titre d'avoir été l'instrument avec d'autres, quoique par ignorance et inconsciemment, pour répandre sur moi-même et sur cette terre la culpabilité d'un sang innocent. Bien que je puisse vraiment dire devant Dieu et les hommes que je ne fis pas par colère, méchanceté ou mauvaise intention envers quiconque, parce que je n'avais rien de tel contre aucun d'eux. Mais ce que je fus par ignorance étant abusé par Satan, et en particulier puisque je fus le principal instrument de l'accusation de maîtresse Nurse et de ses 2 sœurs. Je veux m'étendre dans la poussière et être mortifié pour cela de ce que j'ai été la cause, avec d'autres, d'une si triste calamité pour elles et leurs familles. Raison pour laquelle je veux m'allonger dans la poussière et sincèrement implorer le pardon de Dieu et de tous ceux à qui j'ai donné un juste motif de douleur et d'affront, dont les proches ont été emportés ou accusés. Anne Putman mourut quelques années plus tard à l'âge de 36 ans. Quant aux différents magistrats impliqués dans le procès et les condamnations, aucun ne fut jamais inquiété. Cependant, il fut expressément demandé qu'ils rédigent des excuses publiques afin de calmer la colère des survivants qui avaient perdu des proches. Enfin, il nous faut toucher un mot sur le destin de l'une des principales figures de cette affaire, la prétendue sorcière Tituba. Cette dernière fut l'une des premières à être accusée de sorcellerie, et elle a même avoué pratiquer le vaudou, la sorcellerie, et accusa d'autres personnes de pratiques semblables. Et pourtant, elle ne sera pas condamnée à mort. Bien sûr, il est probable que ses aveux soient dus à la torture et au mauvais traitement qu'elle a subi. Mais pourtant, à la fin de l'affaire, elle rétracta ses aveux et fut libérée. Samuel Parris refusa de la reprendre à son service et c'est un marchand de Boston qui va l'acheter. Je vous rappelle que l'esclavage existait toujours à cette époque. On ne sait ensuite rien de ce qui lui arriva dans les années suivantes. L'affaire de Salem était terminée, mais les cicatrices étaient profondes et ont marqué durablement la colonie anglaise, future États-Unis d'Amérique. Cette affaire a aussi largement fragilisé les positions théologiques des puritains, et c'est peut-être l'une des raisons qui explique que ce pays n'est pas devenu une théocratie. Cependant, si l'affaire de Salem est finie, il nous reste encore à analyser certaines zones d'ombre de cette affaire. L'affaire de Salem a inspiré de nombreuses œuvres littéraires, théâtrales et cinématographiques. Des romans tels que Les sorcières de Salem d'Arthur Millais ont encore exploré le thème de la peur, de l'intolérance et de la manipulation collective. Toutes ces œuvres ont contribué à perpétuer la mémoire de l'affaire. Le film Les sorcières de Salem de 1957 développe l'idée d'une vengeance féminine comme source initiale pour l'hystérie collective. Dans le film, la jeune Abigail Williams lance la première accusation dans le but de se venger de son amant John Proctor. Alors bien sûr, tout ceci est une fiction. Néanmoins, il est possible que la source des accusations provienne de motifs tout à fait pragmatiques. Ainsi, sur le plan sociologique, l'affaire de Salem met en lumière les dynamiques de pouvoir et les rivalités sociales qui peuvent conduire à des phénomènes d'accusation collective et d'hystérie. Une des raisons prend d'ailleurs naissance dans les tensions qui existaient entre les membres de la communauté de Salem Village
face à la puissante cité de Salem Town, notamment à cause des rivalités économiques et des conflits religieux, ce qui a contribué, mais n'explique pas forcément l'escalade de l'hystérie et l'identification des boucs émissaires. On remarque néanmoins que la plupart des accusatrices étaient de Salem Village, alors que la plus grande part des accusés appartenaient à des familles rivales de Salem Town. L'hystérie de Salem va ensuite monter en cascade, chacun suspectant son voisin de sorcellerie ou profitant de l'occasion pour éliminer un rival, un amant ou bien d'autres obscures raisons. Cependant, s'il est probable que l'affaire de Salem puisse se résumer à une simple hystérie de village qui a dramatiquement mal tourné, il serait trop péremptoire de ne pas prendre le temps d'analyser cette affaire sur le plan de l'occultisme. Alors, y a-t-il eu de la sorcellerie à Salem? Pour tenter d'en savoir plus, reprenons le fil des événements autour du trio central de cette affaire, Elizabeth Parris, Abigail Williams et la prétendue sorcière vaudou Tituba. D'après les éléments d'époque, les jeunes femmes ont bel et bien manifesté des comportements étranges que l'on qualifiait volontiers de possession à l'époque. Elles ont pratiqué la divination et probablement d'autres rites sous forme de jeu en compagnie de Tituba. Or, il est bien connu que les pratiques magiques, à défaut d'avoir une quelconque réalité, peuvent, à minima, provoquer des troubles psychiques. Bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire que Tituba était une sorcière au sens littéral comme le définirait l'Inquisition. Mais, de par ses origines et sa culture, elle pouvait naturellement avoir conservé des pratiques issues du vaudou ou de la santeria. Des rites qui sont de nature chamanique, mais qui seront considérés comme de la sorcellerie pour les habitants puritains de Salem. De plus, n'oublions pas le contexte. La présence conflictuelle avec les Amérindiens a renforcé l'ambiance de superstition, et les natifs américains ayant eux aussi des pratiques chamaniques qui peuvent être considérées comme de la sorcellerie pour les chrétiens de l'époque. Ainsi, les échanges même parcellaires avec les peuples autochtones ont pu donner l'envie à certains habitants de s'essayer aux pratiques magiques du paganisme. Alors, dans cet esprit, l'une des accusations de Abigail Williams était justement de dire que les habitants de Salem se réunissaient en forêt pour accomplir le sabbat. Bien sûr, il est largement possible que la jeune fille ait tout inventé, mais il est aussi concevable que certaines pratiques païennes avaient lieu dans les forêts autour de Salem, ce qui, bien entendu, ne justifie en rien la condamnation que ces personnes ont subie. Ajoutons encore que Tituba, depuis sa prison, a également accusé des habitants de Salem de pratiquer des rites forestiers. On peut supposer que les habitants de Salem aient sollicité Tituba pour divers rites, filtres d'amour, divination ou autres pratiques magiques. Tituba les aurait alors accusés afin de sauver sa propre vie, ce qui expliquerait aussi la clémence des autorités à son égard. Donc, si l'on fait le bilan des faits, nous avons une potentielle praticienne du vaudou, des jeux de divination et d'invocation d'esprit avec des adolescentes, des phénomènes de transe ou éventuellement de possession, et un contexte superstitieux propice à l'hystérie. Avec tout ceci, il ne me semble pas faire de doute qu'il y ait eu un phénomène d'égrégore. Non pas que je pense un seul instant que les accusés furent réellement des sorciers et sorcières, mais seulement que via un jeu de suggestion et de contamination mentale, une sorte de malédiction s'est écrasée sur Salem. Alors du coup, les véritables sorciers ou les serviteurs du malin ne furent peut-être pas les victimes, mais les magistrats et autres accusateurs qui ont cru les récits des adolescentes Betty et Abigail avec peut-être l'ombre des prêches enflammées de Samuel Parris en toile de fond. Nous voici arrivés à la fin du voyage et j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et si tel est le cas, pensez comme d'habitude à liker, partager et commenter la vidéo afin de me dire quelles autres affaires de sorcellerie ou possession diabolique vous aimeriez me voir présenter et analyser dans de prochaines vidéos. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez également soutenir mon travail en faisant un don sur Tipeee, cela vous donne accès en contrepartie aux vidéos privées de l'Academia. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles enquêtes historiques, ésotériques ou encore mythologiques. Et sur ce, portez-vous bien et à très bientôt.